Bon vendredi à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Filion avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Évidemment, les demi-finales qui sont commencées, mais on va quand même revenir sur ce qui s'est passé dans les quarts de finale de NHL. D'ailleurs, le tout dernier Suisse en lice, Pius Suter, qui a vu sa saison se terminer après cette deuxième ronde avec son équipe des Canucks de Vancouver. On en parlera un peu plus tard avec notre invité Stéphane Rochette. Juste le temps de vous dire la très bonne nouvelle sur MySports. Tous les matchs de demi-finale et de finale seront diffusés sur MySports Edge. Et en plus, dimanche à 21h sur MySports 1, le match 3 de la demi-finale entre les Rangers de New York et les Panthers de la Floride sera commenté en français. Je vous y retrouverai donc pour vous faire vivre ce match qui s'annonce des plus intéressants. Avant de retrouver Stéphane, je vous rappelle que nous sommes disponibles sur tous nos réseaux sociaux ainsi que sur notre application numérique. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube et sur nos plateformes d'écoute audio. Et si vous le souhaitez, on se retrouve également sur MySports 1. Ce sera dès ce soir, 20h, donc diffusion télé. Sans plus attendre, nous allons retrouver Stéphane Rochette. Stéphane Rochette, salut. Très heureux de te retrouver à nouveau cette semaine, Steph. Salut, Joe. Bon, Steph, évidemment, on a eu droit à des quarts de finale qui, dans certains cas, semblaient expéditifs. Finalement, on a eu du spectacle dans toutes les séries. Ce n'était pas le cas au début. Pas trop de surprises. Étonnamment, Stéphane, c'est presque toutes les têtes de série qui sont passées dans les séries cette année. D'habitude, il y a toujours un underdog là, qui va battre une grosse tête de série. Ouais. Cette année, c'est plutôt le contraire. La logique a été dans presque tous les cas respectée. Si on exclut peut-être l'Avalanche du Colorado en première ronde contre les Jets de Winnipeg, mais c'était très près déjà avant le début de la saison. Et dans le cas des quarts de finale, les Oilers d'Edmonton qui sont passés face aux Canucks de Vancouver, mais encore là, en saison régulière, c'était très serré. Ouais. Des bons playoffs. Et on va justement commencer avec les Canucks de Vancouver, puisque le dernier Suisse en lice, c'est évidemment Pius Suter, et il a été éliminé avec les Canucks au bout de 7 matchs face aux Oilers d'Edmonton. C'est fou à quel point cette série a été des montagnes russes pour les deux équipes. Oui, ça a été des montagnes russes aussi pour les meilleurs joueurs. Hein? Draisaitl a fait des points, mais McDavid a été blanchi de la feuille de match. Il y a même 2 matchs de suite, je pense qu'il n'y avait pas eu de shoot au but. Ouais. Tout le monde, c'est mec Jésus qu'on le surnomme, là, qu'est-ce qui se passe? Dieu est plus avec lui, la main de Dieu. Donc, des hauts, des bas, et je dirais, tel va McDavid, tel va Edmonton, honnêtement. Et puis lui, quand on a réussi à le museler, ben, ça change la donne. Mais c'est vrai qu'il y a eu des retournements de situation. Il y a eu des matchs où les Oilers ont été dominants, d'autres pas. Il y a eu des fins de match assez spectaculaires. Evan Bouchard qui s'est mis en évidence. Lui, il fait des points là, c'est assez incroyable. Hein? Ouais. Il ramasse des points, même plus que Macar. Donc, tu te rends compte, il est vraiment au top. Il faut dire que les Oilers ont des joueurs tellement dominants. Et mais moi, je regarde jouer les Canucks de Vancouver, puis je me dis, ils sont bons, là, mais est-ce qu'ils n'ont pas été un peu au-dessus de leur tête en saison régulière? Bon, d'ailleurs, Rick Tocchet a gagné l'entraîneur de l'année, c'est pas pour rien. On dit que c'était une équipe qui était souvent dominée, les stats avancés, c'était pas terrible, mais ils réussissaient à s'en sortir en se massant devant la cage, en étant hermétique défensivement. Peut-être qu'on les... Moi, c'est une équipe que je juge un peu surévaluée. On a eu une saison extraordinaire, mais tu ne peux pas être chanceux sur 80 matchs non plus, ou 82 matchs. Mais Steph, parfois, Bob Hartley, que tu connais d'ailleurs, qui a coaché ici, dit toujours nomme-moi un bon gardien, je vais te nommer un bon entraîneur. Ouais, Thatcher Demko a été dominant toute la saison. Il a été blessé. Casey DeSmith est arrivé. En play-off, les deux se sont blessés. On a eu un Arthur Silovs, le gardien letton qui était devant la cage de la Lettonie lors du dernier mondial, justement, à Riga, qui avait permis à son équipe de gagner une médaille mémorable. Réussi comme gardien de East Coast League, là, de ECHL, donc de 3e division, à aller remporter des matchs de play-off, à avoir sa place en play-off, une ronde et demie. C'est quand même... Ça prouve à quel point le corps défensif devant lui était hermétique. Exactement, tu as tout à fait raison. Tout le monde s'étonnait que ce gars-là qui est en East Coast League il n'y a pas longtemps soit dominant. Mais évidemment, à chaque année, tu as un gardien comme ça qui sort de nulle part, puis tout à coup, il fait des séries incroyables, puis qu'après, dans 2 ans après, tu n'entends plus parler. Bon, j'espère pas pour lui, mais ça risque de te regarder comme ça. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, Vancouver
réalisé une saison impeccable. Évidemment, les gens auraient souhaité, parce qu'il y avait une grosse ambiance à Vancouver. Hein. C'est vraiment des villes de hockey, des villes canadiennes. On sait que dans les playoffs, il n'y a que ça qui compte. Mais ils ont fait une belle saison dans l'ensemble. Perdre contre les Oilers d'Edmonton, c'est quand même pas une honte non plus. Voir la machine offensive qu'ils ont. On en parlera des Oilers après, mais c'est quand même peut-être les 2 meilleurs attaquants de la NHL, en tout cas 2 des 5 meilleurs attaquants de la NHL. Tu as Bouchard qui est en feu, tu as Hyman, tu as des gars. J'ai regardé la défensive d'Edmonton, mais c'est incroyable. Donc, c'est pas une honte, je pense, de perdre en 7 contre les Oilers d'Edmonton, sincèrement. Même si c'est une mince consolation, à peu de choses, on aurait pu atteindre les demi-finales, ce qui aurait été magnifique pour Vancouver. C'est une autre équipe là, qui n'a pas gagné depuis très, 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 très longtemps. Ouais. Bon, évidemment, Steph, l'élimination, on revient quand même sur les Canucks un tout petit peu parce que on sait que la réputation des joueurs se fait souvent en playoff. Ah oui, ça c'est très normal. Et là, Brock Besser, que certains à Vancouver voulaient donner aux plus preneurs parce qu'on disait que dans le vestiaire, l'attitude du joueur était correcte, mais sur la patinoire, c'était pas le leader qu'on voulait. C'était un marqueur de but, oui, mais avec un peu d'inconstance dans son jeu et tout. Il a été probablement le meilleur joueur offensif de cette équipe-là. Il a été vraiment dominant, surtout en première ronde, mais aussi en deuxième ronde. Toujours dangereux. Il a raté le dernier match, le 7e match, en raison de problèmes de coagulation sanguine. Mais on dit que sa vie n'est pas en danger. Ça devrait être réglé éventuellement. Chervenka a eu ce même problème à Zurich. Ouais. Mais par contre, Steph, si Besser vient de se faire une belle réputation avec ses playoffs, ses 2 premières rondes, il y en a un autre pour qui sa réputation a peut-être pris un petit coup. Et je parle d'Elias Pettersson, le Suédois, qui, honnêtement, là, il a vraiment rien cassé dans ses playoffs. C'était pas un joueur qu'on voyait. Il créait pas grand-chose et surtout, il marquait pas. Il est payé pour ça. Ben, c'est ça. C'est 1 but en 13 matchs, je pense, ou 5 ou 6 points. Évidemment, ça peut arriver. Mais c'est vrai que quand tu es payé, il a signé un contrat de 11 millions par année là, qui vient de signer. Ouais. C'est un immense contrat. Il est payé comme un top 10 de la NHL des attaquants. Mais il avait connu une baisse comme ça il y a quelques années. Tu te souviens, une saison en Dancy, tout à coup, une grosse saison. On a fait de lui notre joueur de concession. Et là, évidemment, en Amérique du Nord, c'est pas un joueur de playoff. Ça va lui coller à la peau, le pauvre, pendant des années. Il va falloir qu'il y ait 2-3 années très bons en playoff pour prouver que c'est un joueur de playoff. Puis on sait que la bonne vieille mentalité nord-américaine ou canadienne de dire c'est un warrior, c'est un guerrier dans les playoffs. Mais c'est pas un type de joueur, c'est pas un gars physique, c'est un joueur de finesse. C'est comme Panarin. On ne peut pas dire que Panarin il a fait ses points à les Rangers, mais on ne peut pas dire qu'il flash tant que ça. Hein? On parle beaucoup de Chris Kreider, on parle beaucoup de power forward comme ça actuellement. Mais c'est vrai que Pettersson, 1 but en 13 matchs, c'est faible. Alors, tout le monde disait, est-ce qu'il est blessé? Puis on ne le sait pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui a filtré. Il n'y a pas eu de conférence de presse pour dire, finalement, qu'il était blessé un genou, il jouait sous cortisone, sous piqûre. On n'a rien entendu de ça. Mais effectivement, moi, j'ai vu 2 matchs de Vancouver. J'ai vu des highlights, mais j'ai vu 2 matchs, tu ne le vois pas. Tu ne le voyais pas. Il était très, 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 très discret. Puis on ne peut pas dire que ça a été une série non plus qui a atteint des sommets physiquement. Ce n'était pas la série la plus dure physiquement. On peut comprendre que lui, physiquement, ça peut être compliqué pour lui. Mais quand même, c'est trop peu. Le problème qu'il y a en Amérique du Nord, c'est que les gens, on connaît les salaires en Amérique du Nord. En Suisse, on les devine. En Amérique du Nord, on les connaît. Puis quand tu es payé comme un joueur de concession, tout le monde s'attend à ce que tu performes comme un joueur de concession, tu fasses la différence à tous les soirs, de façon régulière. Il ne l'a pas fait. Il faut l'avouer, il ne l'a pas fait. Les points, c'est une chose, mais il n'a pas généré non plus énormément. Il y a eu 1 ou 2 matchs, là, il n'y a pas eu de chance. Là, il y a eu raté des cages ouvertes, etc. Peut-être qu'il était dans une mauvaise passe, mais c'est la loi du milieu. Ouais. Bon, lui, il va rentrer à la maison, son contrat garanti, puis il va remettre ça l'année prochaine, puis s'il fait 90 points en saison régulière, on va vite oublier, mais c'est une histoire qui va lui coller à la peau. Ouais, comme quoi les réputations changent vite, parce qu'après, si l'an prochain, ils font un bon bout de play-off, puis qu'il a 20 points en play-off, ce sera de l'histoire ancienne, mais bon. Et peut-être que ceci explique cela aussi, puis Suter qui jouait sur son trio, mine de rien, il a eu beaucoup de temps de glace avec Elias Pettersson. Si Pettersson se cherche, ça peut devenir plus compliqué aussi pour le joueur de centre qui clairement a besoin, évidemment plutôt a besoin d'une production d'Elias Pettersson pour mettre une production sur le tableau également. Bien sûr.
Et donc voilà, fin de saison pour Pius Suter. Tu l'as dit, c'était pas une série. C'est pas dans l'ADN des deux équipes de jouer physique. Hein. Et ça n'a jamais été dans l'ADN des deux équipes de jouer physique. Quand tu regardes, même tu retournes dans le passé, c'est des équipes qui ont toujours eu des super vedettes, des très bons joueurs offensifs et tout, des bons gardiens. Mais ça n'a jamais été des équipes typées là, physiques. Comme par exemple, on peut penser aux Bruins de Boston automatiquement au niveau physique. Ces deux-là, c'est vraiment pas dans leur ADN. Oui, on est d'accord. Mais ça fait du beau jeu. Hein? Ça a été quand même une belle série. Bon, c'était tard la nuit. C'était plus dur de suivre les matchs en direct. Mais moi, voir jouer Edmonton, honnêtement, c'est un régal tous les soirs. Ça a toujours été comme ça. Quand j'étais ado, mon équipe préférée, c'était Oilers Edmonton parce qu'il y avait Gretzky, Messier, Paul Coffey, Jari Kurri. La grande époque là, des Coupes Stanley des années 80. Le maillot était déjà un peu particulier, etc. Et puis là, maintenant, on a quand même, c'est encore une fois c'est une équipe qui vend, qui donne du spectacle à tous les soirs. Honnêtement, c'est un régal. C'est un régal. Parlons-en des Oilers, Steph. Tu as parlé de Draisaitl qui connaît des séries éliminatoires incroyables, blessé au dos. 13 matchs de suite avec un point en playoff. Ouais. Il est dans les top 10, là, puis il pourrait battre encore 5 matchs de suite avec un point, puis il pourrait battre le record absolu. C'est Brian Trottier, je crois, qui a le record pour 18 matchs de suite avec au moins un point. Et surtout qu'on l'a vu dans un match de playoff, se tordre de douleur au banc et dire bon, il s'est pas caché. My back, my back. Ouais. Donc, clairement embêté au dos. Connor McDavid, tu l'as dit, ça a été une première ronde incroyable, hallucinante pour lui. Il a eu des matchs un peu plus difficiles en deuxième ronde, mais tout de même reste à plus de 20 points après 2 rondes. Et je veux quand même qu'on parle d'Evan Bouchard. Honnêtement, ce défenseur-là, on le voyait très gros. Ça a pris un petit moment avant qu'il se développe. Ça n'a pas été comme Makar ou Hughes, que ça a été instantané dans son cas. Il a eu beaucoup de choses à travailler. Là, il a eu plus d'1 point par match. Je pense qu'il a eu 82 points en 81 matchs en saison régulière. Et il est le premier défenseur de l'histoire après 2 rondes de playoff à avoir 20 points. C'est quand même incroyable. Bon, évidemment, les séries... Si on recule en arrière, les séries avant, là, jusqu'au milieu des années 90, c'était des 3-5 en première ronde. Donc, c'est sûr qu'on jouait un petit peu moins de matchs lors des premières rondes. Mais reste que on parle beaucoup de Draisaitl et de McDavid comme étant le monstre à 2 têtes. Là, je pense qu'on peut parler d'un monstre à 3 têtes, Steph. Ben, c'est assez impressionnant. Là. Quand tu dis que tu es devant Makar au niveau des points, oui, il n'y a pas juste les points. On parle de son jeu défensif. On dit que c'est pas un défenseur physique, mais à côté, tu as des Arnett, tu as des Ekholm, tu as des Nurse, tu as des gars qui sont gros et grands. Donc, tu en as un qui est skills. Alors, les gens, il y en a qui font le rapprochement avec Paul Coffey. Paul Coffey qui est assistant coach maintenant, qui n'a jamais été coach de sa vie, qu'on a engagé à Edmonton, puis qu'on dit qu'il murmure à l'oreille de Evan Bouchard. C'est lui qui en a fait un joueur. Bon, moi, je pense que c'est une grosse question de talent, mais ils ont dit que c'est lui qui en a fait un défenseur offensif. Il a appris à faire le minimum syndical défensivement. Mais bon, écoute, quand tu joues sur le power play avec Draisaitl, avec David, tu ramasses des points aussi, hein? Puis tu as des pucks sur le tape pour les one-timers dans la wheelhouse. Puis voilà, donc ça aide aussi un petit peu, hein? Que si tu joues avec une équipe offensive, pas sûr qu'à Montréal, il y aurait le même nombre, pour ne nommer que Montréal, il y aurait le même nombre de points. Mais il les fait quand même, puis à la fin de la journée, c'est ça qui compte. Mais il joue bien, il est intelligent avec la rondelle, il a toujours une bonne première passe, il est patient, il a cette demi-seconde de plus parce qu'il lit bien le jeu, il fait des bons choix. Et il est souvent aligné aussi à 5 contre 5, on le met souvent avec McDavid ou Draisaitl pour les relancer, donc ça aide aussi. Hein? Donc, mais voilà, c'est tout un joueur de hockey. Dieu sait le contrat qu'il va signer lors de ce prochain contrat. Il est dans la trempe des Yossi, des Fox. Fox en playoff, on va en parler, il ne marche pas très bien, mais des Yossi, des Fox, des Cale Makar, des Escanen. Alors, d'ailleurs, il y avait une grosse comparaison hier. J'ai écouté un talk show nord-américain. Et puis, la grosse comparaison, le débat, c'était qui de Escanen et Bouchard est le meilleur défenseur. Alors là, tout le monde était unanime que Bouchard, oui, il est offensif, oui, il ramasse des points, mais c'est pas Escanen. Escanen a 13 points avant le match d'hier. Je ne sais pas s'il a fait quelque chose hier soir. Mais donc, Escanen est un joueur un peu différent, peut-être un peu plus complet, mais c'est pas non plus un gros gabarit, un gaucher, un droitier. La question mérite d'être posée, honnêtement. Bon, pour répondre à ta question, Escanen n'a pas fait de points hier soir, donc il est toujours à 13. Ouais. Honnêtement, Escanen a été meilleur
que Makar dans le quart de finale. On y reviendra un petit peu plus tard entre Dallas et Colorado. Je pense qu'à un moment donné, les meilleurs défenseurs restent quand même ceux qui sont capables de générer de l'attaque, mais qui sont aussi les meilleurs défenseurs, des gens très responsables. Après, Bouchard, pour revenir à lui, tu l'as comparé avec Josi, tu l'as comparé avec Makar, tu l'as mis dans la même classe que ces gars-là, Hughes, Fox, des bons patineurs, des petits défenseurs, alors que lui, il a un gabarit et surtout, il a un shoot. Moi, c'est ce qui m'impressionne. C'est aussi un bon sniper. Et c'est là où il a cette fine gâchette que certains autres, par exemple, je pense que Quinn Hughes est le meilleur exemple. Quinn Hughes, son shoot du poignet, il est très précis. Il n'a pas un gros shoot appuyé. Il n'a pas le poids pour le faire. Ouais, mais il y avait une théorie là-dessus sur comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a autant de défenseurs qui ramassent des points offensifs, etc. Puis il disait que les défenseurs mobiles aujourd'hui étaient très recherchés. Les gars qui arrivent à battre la pression. Parce qu'à l'époque, quand les joueurs forecheckaient, il y avait l'obstruction, il y avait des blocs, il y avait de l'accrochage. Donc, les défenseurs étaient beaucoup moins mis sous pression, si on veut. Ils étaient beaucoup moins mis sous pression qu'aujourd'hui. Donc, on ralentissait les forecheckers. Aujourd'hui, avec les nouvelles règles où on siffle l'accrochage, l'obstruction, etc., la pression est énorme sur les défenseurs. Donc, si tu n'es pas mobile, si tu ne réagis pas rapidement pour donner ton puck, ben c'est hyper compliqué. Et ces défenseurs-là, aujourd'hui, les Makar, les Fox, les Josi, etc., qui ont cette facilité à battre la pression ou à relancer rapidement, qui ont une bonne première passe, grosse pression, ils réussissent à la battre rapidement. Ces défenseurs-là sont hyper recherchés, ont beaucoup plus de valeur qu'à une certaine époque. Et puis, aujourd'hui, c'est ces gars-là qui sortent du lot clairement. Si tes gars viennent fort sur toi, puis tu réussis à les battre rapidement parce que tu es vite de réaction, puis tu as une vision du jeu, puis que tu es rapide aussi pour soutenir l'attaque, ben, tu vas ramasser des points. C'est exactement ce qui se passe. C'est une très, très bonne analyse par rapport aux défenseurs de l'époque. Donc, ces défenseurs-là, aujourd'hui, sont hyper recherchés. Je pense que Bouchard vient de se greffer à ce club élite des défenseurs, là où on voit Romagnosi, petite parenthèse, Romagnosi au championnat du monde, Joe. Wow. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'une classe à part, lui? Ça fait du bien à la Suisse, hein, on le voit aussi. Il se qualifie pour les demi-finales, c'est pas pour rien non plus. Ouais. Mais pour revenir aux petits défenseurs, je fais une petite parenthèse. Lane Hudson, par exemple, qui a fini la saison avec le Canadien de Montréal, recule il y a 10-15 ans. Là. Lane Hudson, il n'est pas dans la Ligue nationale de hockey. Non. Mais là, pourquoi il y est? Parce que ses pieds bougent à une vitesse incroyable. La vision du jeu, la mobilité sur la ligne bleue dans son territoire. Et moi, j'ai regardé les 2 matchs qu'il a joués en fin de saison avec le Canadien de Montréal. Et c'est hallucinant à quel point sa mobilité fait qu'il prend des risques qui vont coûter cher à certains moments, mais qui sont beaucoup plus payants que dangereux. Exactement. Et c'est exactement ce que les équipes veulent avoir. Même si le mec est tout petit, il va quand même aller chercher. Il va réussir à se sortir des situations critiques grâce à son patin. Puis offensivement, il y a beaucoup plus de permutations. À l'époque, quand la zone était plus petite, souvenez-vous de ça, la zone était plus petite. Depuis qu'on a agrandi les zones, on a vu les défenseurs, les défensives de zone. On joue moins homme pour homme, on joue plus défensif de zone. On ne veut pas trop courir parce qu'on sait que si on sort, on se fait battre. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait les équipes offensivement? On voit beaucoup plus d'équipes s'installer en zone d'attaque, puis là, commencer à faire des criss-cross, des permutations. Je l'explique souvent en studio. Hein, les trucs, l'implication du défenseur, un attaquant qui remonte dans la zone, le défenseur qui descend. Puis on voit Josi au championnat du monde, on voit ses défenseurs offensifs, les Quinn Hughes, elles sont toujours en attaque. Tu as l'impression que c'est des électrons libres. Là, tu dis, joue où? Quelqu'un qui ne connaît pas le hockey, il le regarde, il dit, joue à défense, en attaque. Il y a des moments où ils sont tellement. Et il y a beaucoup de permutations. Et ces défenseurs-là profitent, ceux qui ont une vision du jeu, etc., profitent de ce nouveau système défensif de zone à cause des grands territoires pour s'impliquer à l'attaque, puis de ne pas se gêner d'aller profondément et remplacer par un attaquant. Il y a beaucoup, on se retrouve des fois les 2 défenseurs en fond de zone, 2 attaquants en haut. Je l'analyse souvent en studio et ça favorise évidemment ce genre de défenseurs. Donc, ils ont encore plus de valeur. C'est pour ça qu'à Montréal, avec Lane Hudson, on est rempli d'espoir. Mais il faut dire qu'à Montréal, on est rempli d'espoir avec pas grand-chose. On ne vit que d'espoir depuis plusieurs années. Ouais, mais au moins, il y a des points, il y a des signes positifs là, dans les dernières années pour le Canadien. Mais évidemment, ça, c'est un autre sujet. Petit bémol peut-être aux Oilers, ce qui va vraiment faire ce qui va être déterminant pour les Oilers, ce sera le travail de Stuart Skinner.
honnêtement, s'il est capable... c'est tellement un point d'interrogation, Stuart Skinner. D'ailleurs, il a laissé sa cage à Calvin Pickard pendant 2 matchs en quart de finale contre les Canucks parce que c'était compliqué d'arrêter un ballon de plage. On revoyait le Stuart Skinner du début de la saison. Lorsqu'il y a eu le changement d'entraîneur et la belle poussée des Oilers, il a été dominant. Mais à quoi on peut s'attendre face au gros canon des Stars? Ça s'est bien passé pour le premier match, mais à long terme, c'est vraiment la grosse question du côté des Oilers parce que sinon, niveau offensif, ils ont ce qu'il faut pour répondre aux Stars de Dallas. Ouais, exactement. Tout le monde dit que les Dallas sont plus homogènes. Puis... Moi, les Oilers ont quand même une sacrée équipe. Quand tu dis que tu alignes les 3 meilleurs marqueurs des playoffs déjà, Zach Hyman était dans le top 10 aussi. À un moment donné, le premier marqueur de Dallas avant le match d'hier, c'était Escannon. Donc, l'attaque était plus répartie, tu vas me dire. Mais quand même, on a des joueurs ultra dominants. Et puis, le problème des gardiens à Edmonton, Joe, ça fait combien d'années qu'on parle de ça? Hein? C'est épouvantable. Aussi longtemps que celui des Maple Leafs. Non, c'est ça. C'est comme... aller chercher un joueur autonome, c'est pas facile d'aller chercher un gardien là, de premier plan, mais sérieusement, Skinner, là, qui a été enlevé, puis là, je sais que la direction des Oilers disait que c'est un gardien élite de la Ligue nationale. Ça me fait penser à Skinner, je regardais sa moyenne, il était à 88% avant le match d'hier. Ça, je ne peux pas faire autrement qu'un parallèle avec Robert Meyer à Genève Servette. Techniquement incroyable, t'écoutes parler notre ami Beaulieu, etc. Wow. Mais là, 88%, là, tu vas me dire, l'échantillon est petit, mais 88% sur une 10-12 matchs de playoff, c'est pas beaucoup. Bon, hein, NHL, la moyenne des gardiens est légèrement inférieure à ici. Hein. Les gars 92, 93, il y en a très peu. Ici, on en a plus. Mais quand même. Ça tourne plus autour du 90, 91. 88, c'est bon. Oui, c'est ça. Voilà, bref. C'est comme ça, un inning, mais bon, finalement, il a fait le job hier soir, visiblement. Et une grosse victoire à l'étranger encore hier soir. Ça, c'est un autre débat que j'ai entendu en Amérique du Nord. Il y a plus de victoires à l'étranger qu'à la maison en playoff. Ça, c'est quand même surprenant. C'est assez incroyable. Donc, l'avantage de la glace ne veut plus rien dire. Alors, il y avait une analyse hier intéressante de Paul Morris, qui est toujours un oratoire incroyable, hein, etc. Il expliquait qu'il n'y a plus de 3e bloc en NHL. Avec le plafond salarial, des 3e blocs ultra défensifs, il y en a moins, typés comme avant. Donc, ça veut dire que l'équipe à la maison, à l'époque, avait un 3e trio très offensif chargé de bloquer les meilleurs joueurs adverses. Donc, à la maison, les équipes contraient les meilleurs joueurs adverses avec un 3e bloc ultra défensif. Il dit qu'avec la nouvelle NHL, avec les plafonds salariales sur la 3, sur la 4, on se retrouve moins avec des joueurs de type défensif. C'est plus ouvert un petit peu. Donc, il y a moins de matching de line. On arrive à moins bien contrer les attaquants. À la maison, avec le dernier changement, on arrive à moins bien contrer les attaquants adverses, les grosses lignes offensives adverses. Ce qui fait que l'avantage, il y a moins d'entraîneurs qui matchent qu'avant, comme Jeff Ward a fait beaucoup dans les playoffs. On l'a expliqué avec la ligne de Jagger, Rafa, Boson. Alors, il y a moins d'entraîneurs qui matchent. Donc, c'est plus ouvert et il y a moins de victoires. Le ratio des victoires à l'étranger est moins important. C'est une analyse que je trouvais intéressante. Vraiment. Hyper intéressant. Puis on n'arrête pas de vanter Paul Morris, beaucoup d'expérience. Hein, et c'est un orateur incroyable. Il réussit toujours. On passe beaucoup ses entrevues sur les réseaux sociaux, dans les talk shows. Il est vraiment, vraiment intéressant. Il est piquant. Il a énormément d'expérience. C'est incroyable. L'entraîneur, évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, l'entraîneur des Panthers de la Floride. Et lui, coachant en NHL à 29 ans. Oui, et sur la durée, là, c'est une très, très longue carrière. Et surtout d'être capable de s'adapter aux générations, au style, parce que la NHL évolue rapidement. Et pour ceux là, qui sont peut-être moins des adeptes de NHL, ce que Steph parle, c'est qu'il y a une époque pas très lointaine, parce que le plafond salarial date de 2005, une époque pas très lointaine, que tu avais 2 premiers trios offensifs, un 3e trio défensif, un 4e trio pour te battre. Exact. C'est comme ça que c'était bâti, les 4 trios. Maintenant, on a de l'attaque sur 3 trios et un 4e trio qu'on juge défensif, mais c'est plus pour les missions défensives, les remporter des mises en jeu, tout ça. Il y a beaucoup moins de ces joueurs qui se battent. Steph, on va quand même passer à l'autre série.
de l'Ouest. Les Stars de Dallas qui ont remporté une série face à l'Avalanche Colorado. Encore une fois, l'Avalanche qui avait remporté sur la route le premier match. Ensuite, ça a été 3 victoires consécutives pour les Stars, une victoire de l'Avalanche et ensuite, ça s'est terminé en 6 matchs. L'Avalanche, cette année, moi, je pointais du doigt leur gardien de but. Et ensuite, mine de rien, Landeskog qui rate encore une saison. Là, en conférence de presse, il a dit que l'an prochain, entre septembre et avril, devrait être capable de jouer. Ça laisse un gros gap. Évidemment, tout ce qui s'est passé autour de Valérie Nichushkin, j'ai l'impression que c'était pas... Tu sais, pour gagner une Coupe Stanley, là, il faut que les étoiles soient alignées, il faut que tout roule, il faut que tu évites ce genre de trucs, les blessures, les distractions, Et Nichushkin a fait partie des distractions tout au long de la saison. C'est ce que j'allais dire. Il avait des bons playoffs, le garçon. Ouais. Et puis, tout à coup, passe sur le programme, visiblement, des problèmes d'alcoolisme et de consommation de substances. En plein milieu des playoffs comme ça, merci, bonsoir. Ça fait mal. Ça désorganise une équipe. Ça perturbe une équipe. Parce que si on l'a fait ça, c'est que ça devenait un problème. Et il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Parce que la première fois que tu vas sur le programme d'aide, c'est volontaire. La deuxième fois, si je ne me trompe pas, ça reste volontaire. Mais la troisième fois, c'est la Ligue nationale qui sort le joueur de l'équipe. Ouais. Donc, tu n'as pas le choix. En tant qu'équipe, en tant que joueur, tu n'as pas le choix de te plier au règlement de la Ligue nationale. Ça veut dire que c'est un cas... sa carrière est peut-être finie, le garçon. Hein. S'il n'arrive pas à se réhabiliter, là, ça va être très compliqué. Et ça a désorganisé. Drouin a été blessé aussi. Ouais. C'était pas à 100%. Macar a été bon. Il y a des joueurs qui ont été bons, mais on sentait que contre les Stars, tous les détails, encore une fois, Paul Maurice en parlait hier. Il disait, rendu là, c'est tellement serré, là, que le moindre détail peut faire la différence. Un gros safe, un poteau, une déviation, une pénalité mal placée, bingo, ça change toute la dynamique des matchs. Et là, dans cette série-là, c'était ça. Moi, Dallas, je l'ai dit, c'est une équipe que je trouve redoutable. Là, et puis, je ne suis pas surpris qu'ils aient battu le Colorado, même si Colorado est une bonne équipe. Si ce n'était pas leur année, Colorado, on sentait que les petits détails ne tournaient pas pour eux. Et puis, il y a eu ce but refusé. Hein. C'est un gros débat aussi. On parlait en Amérique du Nord il y a beaucoup de buts refusés pour obstruction sur le gardien. Ça commence à ressembler beaucoup à ce que nous, on vit ici. Ouais. Hein, le challenge, etc. On est beaucoup plus tight, on est beaucoup plus sévère. Évidemment, il y a Michel Bergeron hier sur un talk show au Canada qui dit « Il faut arrêter, ça me fait penser au but d'Alain Côté, il y a trop de buts refusés, ça n'a pas de sens. » Oui, mais la règle, c'est la règle. Tu as vu le but refusé dans le match 6 en prolongation? Ça aurait pu être un point tournant dans la saison des deux équipes. Là. Ouais. Il y a un but refusé au Dallas pour une obstruction sur le gardien, puis ensuite Dallas a quand même gagné. Mais si l'Avalanche gagne, va chercher la série, là, on en parle pendant des années. Le but d'Alain Côté, ça devient le but de Colorado cette année-là. Mais pour moi, c'est une obstruction évidente. Il était 2 pieds dans le demi-cercle qui cachait la vue du gardien. Ah, mais il n'y a pas de contact. En Amérique du Nord, on n'aime pas ça. Hein. On veut, mais c'est normal qu'il gêne un peu le gardien, etc. Mais moi, je pense que c'était une bonne décision. Et ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Et ces buts refusés font beaucoup jaser en Amérique. Je suis content parce que tout à coup, finalement, ils s'en viennent plus by the book sur la protection des gardiens qu'à une certaine époque. Ouais. Pour revenir aux Stars, on en a parlé, le défenseur Miro Heiskanen qui joue de très, très bons playoffs. Très bon. Même si, niveau points, Cale Makar en a eu plus. Il avait 2 points de plus que lui à la fin de la ronde. Reste que l'importance qu'il a à l'équipe. J'ai parlé après la première ronde que j'étais déçu des Rupins, des Jason Robertson de ce monde. Wyatt Johnston, lui, qui joue de très, très bons playoffs. Les vétérans sont embarqués aussi. Seguin, lors du premier match de demi-finale, quand même, c'est lui qui a marqué les 2 buts des Stars. Ça s'est terminé en deuxième période de prolongation. Rupins a enfin marqué dans ce quart de finale. Il s'est réveillé. Jason Robertson, à 5 contre 5, il est un fantôme, mais en avantage numérique, ramasse des points. Donc, ça le met quand même à 13 points là, avec un point hier. Ça le fait quand même à 13 points en 14 matchs. Joe Pavelski a marqué. Jamie Benn, son importance physique, leadership. C'est vraiment Matt Duchesne également qui avait marqué un but en playoff. Quand tu regardes cette équipe-là, il y a vraiment quelque chose. Bon, je les vante, j'ai l'impression, chaque semaine. C'est l'équipe que moi, j'ai placée comme champion de la Coupe Stanley les 2 dernières saisons. L'an passé, c'était exactement pour les mêmes raisons. Tu vas finir par avoir raison. Je vais finir par avoir raison. Là. À un moment donné, c'est la loi de la moyenne. C'est ça. Mais non, ça a été une bonne série. Et j'ai l'impression que la logique a été respectée.
quand tu regardes la profondeur des Stars versus l'Avalanche supérieure, les défenseurs, c'est quand même impressionnant la brigade défensive des Stars devant la cage avec Oettinger. J'ai l'impression que la logique a tout simplement été respectée. Ça n'a pas été facile, évidemment. À ce temps-ci de l'année, il n'y a aucune série qui est facile. Il n'y a aucun match qui est facile. Mais les Stars ont réussi là, à être convaincants sur 2 séries consécutives. Et ça, c'est positif. Même si, en 2 périodes de prolongation, j'ai dit, les Oilers ont remporté le premier match. Ça ne veut rien dire. Là, la série, elle est loin d'être terminée. Ah, mais non, c'est le premier match, mais évidemment, encore une fois, c'est un match gagné à l'étranger. Deuxième période de prolongation, il y a eu 4 minutes à Connor McDavid, là, puis il était très nerveux, il aurait pu prendre un but là-dessus, finalement, c'est lui qui marque. C'est la belle histoire, disons, de la soirée. Et puis, les Stars, une grosse équipe, comme tu l'as dit, mais moi, j'aimerais bien que ce soit les Oilers d'Edmonton. Niveau spectacle, les vedettes de la Ligue nationale. S'ils ne gagnent pas maintenant, les Oilers, Draisaitl arrive en bout de contrat, il reste encore une année. Il risque de tester le marché des joueurs autonomes. Peut-être qu'il veut sortir du marché d'Edmonton. Donc là, Edmonton, c'est now or never peut-être. Hein? C'est comme maintenant. Mais il y a un truc aussi qui a été soulevé, je lisais un truc là-dessus, c'est que là, on a 4 équipes en demi-finale. Il y a évidemment les Panthers, il y a New York et Floride. Un gros marché qui est New York, un immense marché contre un petit marché, le sud de la Floride, qui n'est vraiment pas un marché de hockey, même s'il y a un peu plus de monde dans la patinoire, ça intéresse à peu près personne. Tu as Dallas, qui est un marché de hockey de sport assez intéressant. C'est un gros marché. C'est quand même dans le Texas, c'est beaucoup de population, tout ça, avec Houston. Et puis, tu as Edmonton, qui a un minuscule marché. Déjà, c'est un marché canadien. C'est un minuscule marché à Edmonton, c'était dans le nord, etc. Donc, c'était Gary Bettman aujourd'hui, pour les codes d'écoute, pour la mise en marché, pour le marketing, pour le business. La pire finale qu'on pourrait imaginer en Amérique du Nord, c'est Edmonton Oilers. Déjà, c'est 6 heures de vol. Là, pour l'avion, c'est 7 heures de vol, c'est énorme, la voyage. Mais Edmonton, Floride, ça serait catastrophique au niveau de l'engouement. Ouais. Par contre, si c'est à New York, Dallas, ça serait parfait pour la Ligue nationale. Donc, je pense que Bettman, dans son bureau, il fait des prières tous les matins en se disant, pourvu que ce soit, évidemment, il ne peut pas avoir de parti pris, mais Edmonton, imagine 2 petits marchés comme ça, peut-être les 2 plus petits marchés, ou parmi les 4-5 plus petits marchés, peut-être avec les Ducks, etc., ou les Sharks, ça serait affreux pour la Ligue nationale. Oui, mais il y a quand même quelque chose, moi, que je trouve positif. C'est que pour la première fois de l'histoire, les 4 équipes qui se retrouvent dans le carré d'as, dans les demi-finales, n'ont pas gagné de Coupe cette année depuis plus de 20 ans. Oui. Ça, c'est quand même... Moi, je trouve ça intéressant aussi parce que on retrouve souvent les mêmes équipes. Hein, c'est des cycles en NHL. Dallas, 1999, on se souvient du but de Brett Hull contre les Sabres de Buffalo qui a fait couler beaucoup d'encre. Dernière Coupe Stanley, c'est l'équipe parmi les 4 qui a la Coupe Stanley la plus récente en 99, les Rangers en 94 avec Mark Messier, les Oilers en 90 avec Mark Messier encore, et les Panthers n'ont jamais gagné en 30 ans d'histoire. Donc quand même, exactement. On va avoir un champion. Donc, ça serait intéressant. Ça serait très intéressant. Ça va être intéressant. New York va être dur à battre. On va y arriver parce que je pense qu'on va déménager dans l'Est. Oui, mais attends, on va quand même y aller avec... on reste dans l'Ouest. Donc, Oilers, Dallas. Ton pronostic, moi, évidemment, je prends Dallas parce que faut que je sois constant. Je prends les Oilers, pas principe. On prend les Oilers, voilà. Bon, au moins, il y aura quelqu'un qui aura raison, qui aura tort là-dedans. Et si jamais tu avais à nommer un MVP, là, on est à mi-chemin dans les playoffs, ton joueur favori pour le Conn Smythe après 2 rondes chez les Oilers et chez les Stars, vite comme ça. Évidemment, c'est pas une science exacte et tout va changer d'ici 2 semaines. Chez les Oilers, honnêtement, les 3 mousquetaires, là, ça va être un de McDavid, Draisaitl. Ce ne sera pas le gardien, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, j'irai avec Draisaitl. Honnêtement, même si Bouchard, je le trouve impressionnant, je trouve que Draisaitl a quelque chose. Draisaitl, je pense aussi. Draisaitl ou McDavid, là, un ou l'autre, c'est égal. Puis du côté de Dallas, peut-être le gardien ou Escanen. Moi, j'irais avec Escanen ou peut-être même Wyatt Johnston. Je trouve qu'il a quelque chose... même s'il n'est pas un point par match, là, je trouve qu'il a une aura en ce moment. Il est dominant malgré que c'est un jeune joueur, un petit joueur. Je trouve qu'il joue vraiment des playoffs hyper intéressants. Steph, on déménage dans l'Est, tu l'as dit.
Demi-finale donc entre les Rangers de New York et les Panthers de la Floride. Les Rangers de New York, 2 fois en 3 ans qui se retrouvent en demi-finale et les Panthers évidemment 2 fois en 2 ans. Les Panthers ont remporté le premier match 3-0, mais ça a été hyper serré. 3-0, c'est un score sévère. Il y a eu un but dans la cage vide, puis il y a un but dévié par Lafrenière dans sa propre cage avec 3 minutes et des poussières à faire au match. Donc ça a été très serré. C'est Bobrovsky qui a fait la différence dans ce match-là, honnêtement. Ouais. Il a parlé à ses poteaux probablement avant le match, là, parce que ça l'a aidé. Puis il y a eu 2-3 séquences, c'était complètement fou. Grosse domination des Rangers. Ça rentre pas. D'ailleurs, Paul Maurice l'a dit, il dit, écoutez, c'est un puck qui rentre poteau au goal une fois, etc. C'est un autre match. C'est complètement différent. Ça s'est joué sur des petits détails. La différence est très, très mince. Et je pense que quand même, les Rangers, c'était seulement la 2e fois de la saison qu'ils se faisaient blanchir au score. Première fois en playoff et une seule fois sur les 82 matchs de la saison régulière. C'est assez incroyable. Donc, c'est dire à quel point Bobrovsky et les Panthers ont fait un bon job défensif dans ce premier match. Bobrovsky, c'est un gars, quand on était le chercheur, il a donné beaucoup d'argent. Hein? Un signé à long terme pour quelque chose comme 10 millions. Mais il fait quand même le job, le garçon. Hein? Ça reste quand même un gardien dans les bons soirs là, qui peut être vraiment impressionnant. Puis en face, l'autre a été... Le but qu'il prend quand Lafrenière a fait dévier entre les jambes, OK, mais il a fait pas de chance, mais il a fait une mauvaise sortie juste avant. Donc Shesterkin n'a peut-être pas fait son meilleur match. Puis ça a été la différence. On a quand même un duel de gardiens dans cette série-là. Ouais. Ça a été la différence. Bon, c'est que le premier match, mais encore une fois, quand tu parles le premier match en maison, encore une fois une victoire à l'extérieur, là tu te dis tu ne peux pas retourner en Floride avec 0-2 dans l'escarcelle, là, parce que là, c'est compliqué. La pression est du côté sur les Rangers pour le match 2. Oui, au contraire, les Panthers ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Souvent, les équipes arrivent avec une mentalité on va chercher un match sur la route. C'est ça. Puis après, on revient à la maison. Et là, pour les Panthers, c'est fait. On vient quand même au quart de finale, Steph. Les Rangers, qui avaient commencé tout feu, tout flamme contre les Hurricanes, avaient remporté 3 matchs consécutifs. Les 3 premiers, ils étaient sur une série de 7 victoires de suite. Ensuite, on a vraiment vu un réveil des Hurricanes. Mais honnêtement, j'aime pas parler de réveil parce que oui, les victoires ont suivi. Mais les Hurricanes, dans les 3 premiers matchs qu'ils ont perdus, ont pas mal joué. Ils auraient mérité même un meilleur sort. Mais il y avait Shesterkin devant la cage. Qui joue de très bons playoffs, lui, contrairement à Stuart Skinner à Edmonton. Et il a fait la différence dans certains matchs. Pas de chance ici et là. Et les Hurricanes, finalement, qui se font sortir en 6 matchs. Encore une fois, les Hurricanes ont beaucoup de difficultés. Lorsqu'ils passent la première ronde, ils la passent, mais ensuite, c'est compliqué. On se posait des questions sur Rod Brindamour dans le dernier épisode. Finalement, il reste. Finalement, il a signé un contrat à long terme, 5 ans, si je ne me trompe pas. Comme quoi, il veut amener ce groupe-là plus loin. Ouais. Mais il y aura des choix qui devront être faits cet été, quand même, avec le plafond salarial. Genzel, qu'est-ce qu'on en fait? Martin Netchas, est-ce qu'on rachète Jesperi Kotkaniemi, qui est hyper décevant? Encore une fois. Ouais, on l'a signé beaucoup trop cher. Donc voilà, ça, c'était une vengeance avec Montréal. Bon, peu importe l'histoire, mais c'est vrai que les Hurricanes avaient... C'est une équipe assez spectaculaire, toujours intéressant, mais ils n'ont peut-être pas ce qu'il faut finalement pour se rendre. Est-ce que Frederick Anderson est un gardien qui peut amener une équipe au titre? C'est une autre question. Tous les gardiens sont toujours remis en cause, mais c'est tellement important. Je pense que contre les Rangers, la logique a été respectée. Les Rangers sont quand même une meilleure équipe sur le fond que les Hurricanes. Les Hurricanes, c'est une équipe qui n'a pas d'âme. C'est une perception que moi j'ai, que beaucoup de gens ont. C'est une équipe c'est une équipe de NHL qui est un peu pas mal au sud. Caroline du Nord, c'est pas un état de hockey, on n'en parle pas trop. Brian Lamont fait un bon boulot, etc. Mais il n'y a pas une grande culture non plus de ce côté-là, etc. Donc, c'est une équipe qui... Je sais pas. Pour moi, c'est une équipe qui me parle pas, qui me dit rien. Non, mais imagine si ça avait été une finale de l'Est Hurricanes-Panthers. Là, ça aurait été... ouf. On quand on parlait des codes de télé, des codes d'écoute, là, ça aurait vraiment pas été terrible. Non. Alors que les Rangers, bien évidemment, eux, c'est un cycle où ils sont vraiment au top de la Ligue nationale. D'ailleurs, ils ont terminé premier du classement général. Les Rangers, bon gardien. En défense, tu voulais parler d'Adam Fox, qui connaît pas de gros playoffs. Mais tu vois, moi, j'aime quand même le travail de Braden Schneider, l'autre jeune défenseur que les Rangers ont. Moi, lui, je le trouve très, très impressionnant. Je le redécouvre parce que je le connaissais des années juniors. Je l'avais commenté aussi pendant les M20.
début de carrière. Évidemment, il faut être patient avec les défenseurs, Ouais. mais j'ai vraiment l'impression que cette année, il est sorti de sa coquille. Oui, tout à fait. Ils ont quand même c'est une équipe qui a. Ouais, t'as quand même pas. Bon, Chris Kreider devant là, qui attire l'attention, etc. Mais c'est une équipe qui est quand même relativement homogène, qui peut jouer Ouais. solide physiquement. Miller en défense qui est gros aussi. Donc, c'est une équipe qui toute s'imbrique. C'est une équipe qui est complète, qui n'a pas de faiblesse. Tu n'as pas de McDavid, Draisaitl, mais elle est compacte, elle est bien structurée. Chacun a son rôle. Alexis Lafrenière, qui a un début de carrière un peu compliqué maintenant, qui s'impose. Bon, les -3 le dernier match, et ça glace pour le but d'un cul de désert, évidemment. C'est peut-être pas son meilleur. C'est pas là où il a le mieux paru, on s'entend statistiquement, mais ça reste qu'il connaît quand même des playoffs. Là, il commence à être à la hauteur, gentiment, des attentes qu'on plaçait en lui. C'est un gars qui s'approche du point par match. C'est intéressant. Il a pris de l'expérience aussi. Et c'est difficile, hein, quand tu es jeune, de s'imposer dans cette NHL. Là, c'est vraiment difficile. Ouais. Ça prend toujours quelques saisons, même pour les premiers. On l'a vu avec Ischier. Hein. C'est pas été facile non plus. On l'avait avec Hughes, Jack Hughes. C'est pas facile, à moins d'être un Slavkovski. Lui, pourtant, qui avait le gabarit. Hein, mais Ouais. c'est sa deuxième année qui est sorti de sa coquille. C'est de plus en plus difficile. On dit que avant 22-23 ans, NHL, là, c'est très, très complexe maintenant. Mais les Rangers ont une bonne équipe. Pour revenir aux Rangers, ils ont une bonne équipe. Ils sont complets. Sur une série de 7 matchs, ça va être très dur pour les Panthers de passer à travers les Rangers. Tu parlais de Lafrenière en 11 matchs dans les playoffs. Il a 10 points. Tu parlais de Panarin un peu plus tôt. Lui, il a 11 points en 11 matchs. Mais quand tu regardes le temps de jeu des deux, là, il y a 6 minutes, et si c'est pas plus, de différence entre le temps de Panarin, qui joue autour de 21-22, et de Lafrenière qui en joue 15. Donc, c'est dire à quel point son temps de glace, il l'utilise bien. Et vraiment, on voit pas le même joueur qu'au début de la carrière. Non, beaucoup de maturité. Bon, moi, je te dirais, je l'avais vu jouer dans le junior, lui, évidemment, parce que Théo jouait là-bas, et puis il connaît bien Théo d'ailleurs. Et puis, c'était un gars qui faisait. Il jouait, il était sur son propre programme. Il jouait 25 minutes par match, il parlait, puis swingait partout. Il jouait pas de la bonne façon pour que ce soit transposable dans le pro. Il arrivait dans le pro, puis là, il a dit, mais mon ami, tu n'es pas un électron libre, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas aller. Il va falloir que tu joues la game correcte. Tu as des responsabilités défensives, tu as des trucs à faire. Puis lui, dans le junior, il était tellement bon, il faisait gagner son équipe, il faisait des chiffres de 2 minutes, c'était affreux. Il était sur son propre programme et ça y a pris quelques années. Il a payé le prix en arrivant en haut. Où là, il a dit, là, il faut que tu joues au hockey de la bonne façon. Et c'est le défaut des joueurs qui sont trop dominants. Il reste qu'il était très dominant, mais c'était un late aussi, hein? Ça, faut le rappeler. Il y a une année de plus. Une année de plus. Donc, 2 ans junior avant de. Même 3 ans junior, à 16 ans, 17 ans, 18 ans. 3 ans junior avant d'être repêché. C'est un gros avantage. Donc, les late, c'est des gars qui sont nés après le 16 septembre et après. Ouais. Et puis qui ont une année de plus, là, c'est à cheval entre les âges d'IHF et les âges de la NHL. Donc, quand tu es un late, ça fait une immense différence. Puis tu regardes en première ronde, les choix de première ronde, tu as énormément de late statistiquement qui sont repêchés parce qu'ils ont une année de plus pour les évaluer. Ouais. Bon, Steph, évidemment, on a parlé des Rangers face aux Panthers. On va revenir un peu sur les Panthers qui ont battu les Bruins de Boston. Et dans le premier match, ça m'a fait rire. Dans le premier match entre les Rangers et les Panthers, première mise en échec, premier gros coup d'épaule, c'est Ketchuk, évidemment. Ensuite, Trouba en fait un. Honnêtement, c'est deux équipes qui vont être capables, qui ont des joueurs qui sont capables de frapper dur, qui sont capables d'intimider l'adversaire. Et au final, les Panthers de la Floride sont sur une lancée depuis la saison dernière, depuis leur playoff de l'an passé. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts et il y avait des experts des Panthers, là, des journalistes qui suivent les Panthers, qui parlent aux joueurs, qui disaient cette équipe-là n'a simplement pas de but en playoff, en saison régulière. Tu sais, en playoff, tu as toujours un but, une direction vers laquelle aller. Là, en saison, oui, c'était de se qualifier pour les playoffs. C'est arrivé rapidement. Ensuite, ils ont eu un creux de vague quand ils ont été qualifiés, simplement parce qu'il manquait justement cette petite adrénaline, les émotions qui viennent avec les playoffs, parce qu'ils ont une équipe d'émotifs. Quand tu regardes, on parle beaucoup de Matthew Ketchuk. Moi, un qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est Sam Bennett. C'est pas un gars qui va faire autant de points que Ketchuk, mais il semble pas être agréable à jouer contre, Sam Bennett. Il est toujours dans le trafic, il frappe. On parlait à Marchand. Ouais. Et bien, justement, contre les Bruins,
Reste que les Panthers ont été plus intimidants. Les Panthers sont une équipe avec plus de talent que les Bruins. Même si en saison régulière, les Bruins sont une équipe qui, dans les 2 dernières années, ont surpris un peu tout le monde. C'est la ligne de centre, là, du coup. La ligne de centre a fini par les rattraper, Steph. C'est aussi simple que ça. Charlie Coyle a été aux abonnés absents. Pavel Zacha comme deuxième centre. C'est compliqué pour les Bruins. Même si Swayman a fait de très bons matchs, il a peu de choses à se... Non, 94%, le garçon était extraordinaire. Il a été incroyable. Il a été le meilleur gardien de but des playoffs dans les 2 premières rondes. À un moment donné, c'est le talent des Panthers qui a fini par avoir le déçu sur les Bruins. Il y a eu ce but controversé, hein? Le but refusé, le but accepté aux Panthers de Sam Bennett, justement. Ça, c'est un point tournant dans la série. Ça a fait beaucoup jaser. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, il y a Bennett qui cross-check un joueur des Blues de Boston sur son propre gardien. Et le rebond apparaît, il n'a plus qu'à pousser le puck au fond. Les 2 arbitres québécois, les arbitres québécois de la rencontre qui étaient là ont décidé d'accorder le but, alors que tout le monde s'accordait à dire que c'était clairement une obstruction sur le gardien. J'ai trouvé là un débat, le genre de débat qu'on a ici sur les obstructions sur le gardien depuis des années. Et là, tout le monde a dit ça va pas. Bon, voilà. Moi, je pense aussi que c'était pas un bon but, mais ils l'ont accordé. Ça a fait énormément discuter. Ça a été un but déterminant pour la suite de la série. Et du côté de Boston, on se dit, c'est drôle parce que j'ai lu des trucs qui disaient que Boston, on sait que les arbitres n'aiment pas Boston, les équipes de la Nouvelle-Angleterre, etc. Comme ici, Liga Mafia, les Tessinois, les Romans. Non, mais c'est incroyable. Et Paul Maurice a été très bon aussi en entrevue pour expliquer tout ça. Et puis, on a vu Montgomery s'adresser aux arbitres. Je ne sais pas si tu as vu cette scène-là, quand Montgomery a dit en français aux arbitres, mange de la merde. Québécois, c'est une expression québécoise, ça. Mange de la merde en français. Parce que Montgomery est un Montréalais, il parle très bien le français, avec un accent, mais il parle très bien le français. Il a dit aux 2 arbitres du Québec, mange de la merde. C'est pas une bonne décision suite à ce but-là. Ça m'a fait rigoler. Ça a été une histoire, évidemment, qui a fait beaucoup jaser. Et puis, il y a eu aussi ce coup de Bennett. Bennett, sur l'obstruction de Bennett sur le gardien, il marque un but. Puis, le coup qu'il donne sur Marchand. Marchand était blessé. Il a arrêté 2 matchs. Il est arrivé au 7e match. Il ne devait pas être à 100%. Bon, vous allez me dire, il en a assez donné. Il peut en ramasser un petit peu des coups. Mais, et puis la déclaration qu'il a fait. Bennett? Non. Marchand. Marchand, il a déclaré aux journalistes en entrevue, serein, pas sur le coup de l'émotion après un match. Ben, vous savez, il l'a dit, mais ça, honnêtement, il a dû avoir un petit coup de téléphone de la NHL, Gary Bettman, pour le rappeler à l'ordre. Il a dit, vous savez, en play-off, oui, on veut blesser l'adversaire. Tous les joueurs jouent pour blesser l'adversaire. On sait que moins il y aura de soldats à la fin, plus on a de chances de gagner. Et il dit, tous les joueurs jouent pour blesser l'adversaire. Hey, ça, Joe, tu peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, mais ça me surprend pas de Marchand. Il y a peut-être un fond de vérité dans le sens où on joue pour leur faire mal, leur faire payer le prix. Ouais. Mais quand il va dire devant les médias, il y avait des micros, après un entraînement, c'était pas après un match sur le coup de l'émotion, il a dit, vous savez, en play-off, on joue pour blesser l'adversaire. Wow! Aux États-Unis, on sait que le hockey a de la peine à se vendre aux États-Unis. Oui, ça se vend, mais moins bien que d'autres sports. Tu vas dire qu'on veut blesser l'adversaire. C'est pas la UFC, c'est pas de la boxe. Ouais. C'est incroyable. Ça, tu peux... Je sais pas ton avis, mais tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, mais ça montre... En plus, c'est le capitaine des Bruins. Ça... Honnêtement, même moi, être Montgomery, je l'aurais fait passer au bureau. Écoute, il y a des choses, mon gars. Tu peux le penser, mais tu peux pas le dire. Tu peux pas cracher dans la soupe de ta ligue puis mettre accuser... Oui, on sait qu'en play-off, c'est dur et que ça peut faire mal à notre équipe, mais de là à dire on joue pour les blessés, il y a une limite. Et là, il a franchi une limite qu'il ne peut pas franchir pour moi. Exact. Donc, si on avait des prédictions à faire, Steph, Rangers, Panthers? Rangers. Moi, les 2 prédictions, je dis Edmonton puis Rangers. Puis, je suis agressif parce que je perds 0-1 dans les 2 séries. Mais je pense que ça sera Rangers-Edmonton en finale. Moi, tu vois, j'ai Rangers aussi face aux Stars, donc on verra si on a raison ou non dans le prochain épisode. Et si tu avais un MVP par équipe à donner dans l'Est? Écoute, dans l'Est, Tkachuk du côté des Panthers, il est tellement dérangeant, même si c'est pas le genre de joueur que j'affectionne particulièrement. Tkachuk a quand même un rôle assez incroyable. Du côté des Rangers, Chris Kreider.
pense qu'on en parle beaucoup de Chris Kreider. Moi, Moi, j'aime beaucoup tes deux choix. Honnêtement, je les partage. Si j'en avais un deuxième à donner chez les Panthers, j'irais avec Alexander Barkov pour tout ce qu'il amène. C'est toujours le gars qu'on oublie, ça, depuis des années. Exactement. C'est un des meilleurs centres de la Ligue depuis des années, incomparable à Bergeron. D'ailleurs, il a gagné c'est lui l'attaquant défensif de l'année, le trophée Selke. Et il a 13 points en 12 matchs dans ses playoffs. Bon, lui, on l'oublie tout le temps. Ah oui, il y a Barkov aussi. Ah oui, il y a Barkov. Parce qu'il n'est pas flashy. Non. Il joue en Floride. Il fait son petit taf, comme on dit, son petit boulot. Puis ça va, mais ça reste un des top de joueurs de centre, un des joueurs les plus utiles à son équipe en NHL, two-way guy. Et on a des schémas comme ça, hein, des joueurs qui reviennent, des Bergerons, mais chaque année, c'est le seul qui, peu importe ce qu'il faisait. Et je ne dis pas qu'il n'était pas bon, mais c'est Barkov, on l'oublie souvent dans les esprits. C'est pas le gars qui nous vient le premier à l'esprit. Non. Et pour ce qui est des Rangers, je rajouterais peut-être Shesterkin parce que parfois il y a des gardiens comme ça et Shesterkin a quand même d'impressionnants playoffs, donc j'irai avec lui. Steph, avant de se quitter, il y a quand même deux grosses nouvelles parce qu'évidemment, il y a une valse d'entraîneurs. C'est incroyable, hein, parce que quand tu regardes ça, je pense que Martin Saint-Louis est le 6e entraîneur avec le plus d'expérience, avec la plus longue longévité avec son équipe en ce moment dans la Ligue nationale de hockey. Combien il y en a eu cette année qui ont été licenciés au Pas 18-19? Non, mais c'est fou. C'est presque des intermittents du spectacle, les gars. Hein? Ouais. Incroyable. Ils devraient être protégés par la convention collective des artistes parce que ça, bon, après, ça fait gagner beaucoup d'argent, évidemment. C'est extrême ce que je dis, mais c'est pas. La question n'est pas de savoir si tu vas être licencié, c'est à quelle date tu vas être licencié. Oui, exact. Et on va en parler parce qu'il y a eu deux signatures annoncées là, depuis notre dernier épisode. Le premier, bien évidemment, il touche beaucoup de joueurs suisses. C'est au New Jersey. C'est Sheldon Keefe, l'ancien entraîneur des Maple Leafs de Toronto, qui va se retrouver du côté du New Jersey. Écoute, moi, je trouve cette signature-là quand même intéressante parce que Sheldon Keefe a tellement eu d'éloges dans les dernières années, même dans les playoffs, quand ça s'est terminé. Je pense que le divorce avec les Maple Leafs devait se faire. Mais là, j'ai hâte de le voir arriver, Steph, dans une équipe où il aura une brigade défensive, où il aura une attaque un peu mieux équilibrée qu'à Toronto, où est-ce que tu avais vraiment 4 gars, puis le reste, c'était différent. Mais il se retrouve encore une fois dans une équipe qui n'a pas de gardien numéro 1. Même si Akira Schmid a un potentiel, il n'est pas un gardien numéro 1 de la Ligue nationale de hockey. Non, il n'est pas là encore. C'est peut-être la raison pour laquelle cette année, on a eu une saison en guillemets décevante. On était allé chercher Jake Allen de son petit nom, qui n'était pas transcendant à Montréal. Donc, ça vous montrer les problèmes qu'on avait. Alors, quand tu dis l'expression de Bob Hartley, dis-moi qui est ton gardien, je te dirai quel genre de coach tu es. Ben, New Jersey, c'est un petit peu ça. C'est intéressant, ça reste quand même une jeune équipe qui a quand même du talent, il y a des Suisses, etc. Il y a du défi dans cette équipe-là. Il a coaché des joueurs de talent, des grandes vedettes à Toronto, donc je pense qu'il va savoir gérer un Jack Hughes, etc. Des gars comme ça, un Timo Meier qui a eu une saison un peu compliquée. Mais moi, je pense que ce gars-là, ça va lui faire tellement de bien. Moi, je regarde le marché de Toronto, le marché de Montréal, mais Toronto, c'est peut-être pire. Hey, coach, là, c'est une jungle. Ouais. La moindre décision que tu prends, là, c'est décortiquer. Le moindre truc, ça lit sur les lèvres de ce qu'il dit sur le banc, etc. Là, à New Jersey, on s'entend que oui, c'est pas loin du Big Apple, de la grosse pompe et de New York, mais c'est une équipe New Jersey que les journalistes laissent en paix volontiers. Il va-tu être content, lui, d'avoir juste 3-4 journalistes après les matchs, puis pas 24? Ah ouais. Non, mais sérieusement, là, à Toronto, c'est infernal. Là. Et puis, Toronto, encore une. Puis Toronto, ben, moi, je pense que je suis content pour lui. Il a l'air d'un gars sain, bien dans sa tête. Je pense qu'il a fait un bon job à Toronto. Je suis content. Je pense que ce n'est pas un mauvais choix du côté de New Jersey. Là, Lindy Ruff, on s'entend que c'est terminé cette histoire-là. Il faut arrêter. Ouais. Mais à Toronto, ben, Sheldon Keefe est parti. Toronto, Craig Berube, un ancien boom de NHL qui a fait quand même un bon job. À Saint-Louis, oui. Il a gagné la coupe à Saint-Louis, hein, c'est lui qui était là quand ils ont gagné la coupe. Oui, c'était lui qui était là. C'était lui qui avait été embauché là, durant l'année. Pendant que l'équipe était dernier, puis il avait remonté l'équipe. Alors, chapeau. Il était pressenti peut-être pour Ottawa. Ottawa, on a signé Green. Ouais. Travis Green. Travis Green, ça, c'est aussi un truc qui a fait beaucoup jaser. Il y avait Grou qui était disponible.
qui a fait la pluie le beau temps avec les Gatineaux dans la junior, parle les 2 langues. On sait que le marché d'Ottawa est scindé en 2 francophones et anglophones. Avoir un Québécois à la tête d'équipe, ça aurait été un coup marketing incroyable. Il est prêt. Maintenant, il s'en va coacher en Russie. Gros, qui était d'ailleurs, il y a eu des entrevues en Suisse, Benoît Gros. Il y avait une entrevue à Bienne notamment et à certaines autres équipes, à Joie aussi. Peu importe, là, il s'en va en Russie. Green s'en va à Ottawa, un choix discutable, un gars qui n'a jamais rien gagné. Je pense que d'Ottawa, ils vont s'enfoncer encore. Et puis Berube à Toronto. Est-ce qu'on sait que c'est un entraîneur dur, c'est un ancien goon de NHL. Allez taper Berube Fight sur les réseaux sociaux, vous allez voir que c'était pas triste, là, la grosse époque. Est-ce qu'on veut pas un gars qui a une main de fer là, à Toronto et puis qui va driver ses vedettes? Amener du caractère dans cette équipe? Tu peux pas driver. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que qu'est-ce que tu veux faire de plus avec ces gars-là? Encore une fois, à Toronto, il y a un problème de gardien. Peut-être que là, on en a trouvé un, là. Il faut voir. On va voir les prochaines années si le jeune va confirmer. Mais est-ce que Toronto a ce qu'il faut? Est-ce qu'on veut un gars qui est tough, un ancien goon, puis des Warriors? Je sais pas. J'ai entendu des histoires sur Berube parce que des jeunes ont fait des camps à Saint-Louis. Je nommerai pas les noms, que je connais bien, que je connais bien les papas. Et puis j'ai entendu des histoires sur Berube où je me dis, c'est une autre époque, là. C'est une autre époque. Puis tu sais, à Toronto, tu arrives là derrière le banc, tu as Tavares, dernière année de contrat, tu vas me dire, tu as Tavares, tu as Marner, tu as Riley, tu as Matthews. Et Nylander. La moitié de Nylander. Tes gars, ils ont quoi, plus de 50% de la masse salariale. Ouais. Tu vas commencer à leur siffler dans les oreilles. En NHL, tu ne peux pas coacher un top joueur, un joueur de concession, il y en a plusieurs, comme les joueurs qui gagnent, c'est le 4e trio, qui gagnent 10 fois moins. Alors, ce qui va commencer à leur siffler dans les oreilles, les gars vont se retourner, ils vont dire, t'es qui, toi? Tu te battais à l'époque, t'es qui, toi? Moi, je suis surpris un peu. Puis il y a Boucher qui était là, qui était assistant, pourquoi pas le passer à être coach? Après ça, assistant à être coach, c'est compliqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand j'ai vu ça. J'ai dit, wow. Mais j'ai une opinion de Berube, le goon de NHL. J'ai entendu des histoires pas tristes sur lui. Donc, moi, en fait, je sais pas. Toronto se cherche tellement dans ses décisions. Oui, exactement. Ce que j'ai l'impression, c'est que Sheldon Keefe et Craig Berube, c'est vraiment deux types d'entraîneurs totalement différents. J'ai l'impression qu'on s'est dit, avec ce genre d'entraîneur-là, ça marche pas, on va aller dans l'autre spectre complètement à l'opposé, puis on va voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, Nylander, là, c'est pas un... Nylander, Marner, Matthews, Tavares, quand tu me parles de ces 4 gars-là, caractère, c'est pas nécessairement ce qui me vient en tête en premier. Puis là, ben, c'est ça. À un moment donné, il y a des égos aussi. À Toronto, il y a beaucoup d'égos. On l'entend dans les conférences de presse d'après-saison. Marner qui dit, nous, on est des stars ici, tout ça. C'est sûr que parfois, c'est compliqué. Puis... non, moi aussi, je suis curieux de voir ça et je suis pas certain que ça va durer longtemps, ce mariage avec Craig Berube. Si ça se passe pas bien, c'est sûr certain qu'il va avoir une saison, là. J'ai l'impression que si ça se passe pas bien, il va être vite aux oubliettes parce que justement, on va vouloir des joueurs, des coachs qui vont mettre en valeur le talent de ces gars-là, surtout qui vont pousser cette équipe-là plus loin parce que des coachs de caractère, souvent ça va marcher rapidement. Il va y avoir un effet, vraiment un électrochoc. Mais plus le temps avance, plus le message ne passe plus. Et on voit ces coachs-là disparaître petit à petit des équipes. Steph, un plaisir de discuter avec toi de ces demi-finales. Évidemment, on va se donner rendez-vous d'ici 2 semaines peut-être. Là, ça dépend évidemment si les séries vont être longues ou courtes. Mais on va ensemble parler de l'éventuelle finale de la Coupe Stanley, des demi-finales. Steph, merci beaucoup. À tout bientôt. Allez, ciao. Bye-bye. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie également Stéphane pour sa présence. On va le retrouver pour notre prochain épisode d'ici 2 semaines avec la fin de ces demi-finales. Entre-temps, je vous redonne le rendez-vous de dimanche sur MySports 1, 21h. Les Rangers de New York qui seront à Sunrise en Floride pour affronter les Panthers. Ce sera l'acte 3 de cette série de demi-finales dans l'Est. Je vous y retrouve pour vous commenter ce match en français. Sinon, portez-vous bien, profitez de ces playoffs sur MySports et on se dit à tout bientôt. Bye bye.
abonne-toi. MySports, c'est le hockey.